En ce qui me concerne, je vais vous présenter la mémoire confolentaise et les traces du second conflit mondial en Charente-Limousine. Je vais commencer par un petit rappel national sur ce que c'est que l'histoire et la mémoire. Ça me semble important. Donc il y aura quelques écrans avec du texte, mais ne vous inquiétez pas, avec des illustrations, ça sera beaucoup plus concret. La guerre a laissé des empreintes durables. C'est vrai dans la société, les représentations qu'elle a de son passé. Alors on distingue généralement deux choses qu'il ne faut pas confondre, et qu'on confond souvent. La mémoire ou les mémoires et l'histoire. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Il y a des liens croisés qui existent entre la mémoire et l'histoire. Ce sont, si vous voulez, pour filer la métaphore mathématique, des ensembles et des sous-ensembles séquents, mais qui ne sont pas confondus. Donc l'histoire se veut être une construction scientifique, tandis que la mémoire ou les mémoires, c'est une représentation individuelle ou collective, qui est généralement non neutre par rapport au passé. Elle est souvent passionnelle et elle tire sa force des sentiments qu'elle mobilise. On peut parler en ce sens de mémoire résistante, de mémoire juive, de mémoire de l'épuration, si ça existe. Alors, la mémoire fonctionne sur des schémas simples: adhésion, répulsion, mythe, symbole. La mémoire n'est pas réductible à un simple souvenir, elle peut se transmettre. D'où l'importance des lieux de mémoire qui, je le rappelle, sont toujours importants pour structurer le passé et le souvenir qu'on en a, mais ne sont pas l'histoire. L'histoire, c'est autre chose. Alors, les historiens font appel au devoir de mémoire, mais c'est presque, je dirais, un abus de langage. Maintenant, il faut revenir à l'origine, la résistance unifiée. De Gaulle, quand il arrive au pouvoir à la Libération, eh bien, il qualifie par exemple Vichy, l'autorité de fait, de régime nul et non avenu, qui n'a jamais représenté la France. Vichy est nié, Vichy est réduit à ses actes, Vichy n'était pas la France. Cette mémoire gaulliste est celle aussi des résistants, les historiens l'ont appelé le résistentialisme. Alors, ce résistentialisme, c'est un mythe, c'est une construction. C'est une construction qui dit en gros que la France a été très majoritairement et précocement résistante, héroïque et souvent gaulliste, même si tous les résistants n'étaient pas des gaullistes. Loin qu'ils en sont faux, il y avait aussi des communistes, des socialistes, beaucoup de monde. Alors la guerre froide a favorisé l'essor d'une mémoire communiste résistentialiste. Le PCF se proclamait le parti des 75 000 fusillés, l'incarnation de la résistance populaire au nazisme. On a eu donc une bipolarisation du résistentialisme, un pôle gaulliste, un pôle communiste. Et ça regroupait évidemment des divergences anciennes entre les différents maquis, les différentes résistances, même s'il y a eu une unification avec Jean Moulin. La mémoire gaulliste se renforce à la fin de la 4e République et le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958. Alors, à partir de 1958, là, il y a des choses importantes qui se passent et qui vont avoir des conséquences dans tout le pays. Exemple, la panthéonisation de Jean Moulin. Jean Moulin rentre au Panthéon le 19 décembre 1964. C'est très important, parce qu'à partir de cette entrée au Panthéon, on se souvient du discours d'André Malraux, rentre ici, Jean Moulin, voilà, et donc avec nos frères dans l'ordre de la nuit, c'était magnifique. Le héros emblématique et consensuel qui relie les deux mémoires, gaulliste et communiste. Et là, tout le monde peut communier dans le culte de Jean Moulin. En plus, il est gênant pour personne, puisque il a donné sa vie, évidemment, au pays et à la résistance. En même temps, à la même époque, le concours national de la résistance, nous comptons ici dans l'assistance à un de ses anciens lauréats, lycée Milhaud, le concours national de la résistance et de la déportation a été créé en 1964. Très souvent, les gens croient que non, il a été créé juste après la guerre, en 1946 ou en 1947. Pas du tout. C'est une création de, je dirais, de la mémoire gaulliste. C'est comme ça qu'il faut le lire. Enfin, il y a, après De Gaulle, Georges Pompidou qui n'avait pas de passé résistant, qui n'est même pas évoqué ce drame national, ce temps où les Français ne s'aimaient pas, qui a gracié le milicien Paul Touvier, l'image d'une France unanimement résistante mise à mal par le fameux film remarquable de Marcel Ophuls, Le chagrin et la pitié en 1971. Et François Giraud disait, tout le monde le sait, mais il ne faut pas le dire. Lâcheté, si on fait de la majorité, oui, le premier choc est dur.
la majorité des Français, comme disait l'historien Jean-Pierre Azéma, vivaient au ras des rutabagas. L'expression veut bien dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que pour la majorité des Français, en gros, on s'est contenté de vivre et de survivre. Je me suis contenté de vivre. Et puis c'est bien humain. Alors l'héroïsme n'a pas été le fait d'une majorité. Il faut attendre ces années 70 pour que dans la mémoire collective rentre enfin la résistance. Oui, c'est héroïque, mais c'était le fait d'une minorité. Une minorité qui avait certainement la sympathie de la population. On ne va pas, là, ici, ouvrir un débat historique, certes. Puis il y a le fantôme de Vichy qui reparaît. Le fameux livre de l'historien américain Robert Paxton, La France de Vichy, 1973. La collaboration, la révolution nationale sont indissociables. Le double jeu. Pétain étant le bouclier de Gaulle-Le Glet, non, ça c'est un mythe. Et le livre de Paxton, ça a été un véritable électrochoc dans le monde historique français. Et puis pour la mémoire, c'est un pilier de mode rétro, le retour des refoulés, les affaires Leguet, Bousquet, Papon, les crimes de collaboration qui sont enfin condamnés. Et en 1975, cerise sur le gâteau, le président Giscard d'Estaing supprima la fête du 8 mai, rétablie par le président Mitterrand en 1981. Alors, tous ces enjeux de mémoire ont des conséquences locales aussi. Alors, ce passé assumé et reconnu, là, rapidement, 1995, le président Jacques Chirac reconnaît enfin la faute collective de la France, patrie des Lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France qui, ce jour-là, le jour de la rafle du Veldiv, en 1942, en juillet 1942, accomplissait l'irréparable. Enfin, on rompt avec la vieille ancienne qui consistait à dire que Vichy n'était pas la France. Le syndrome de Vichy est donc surmonté au prix d'un lourd travail de mémoire et de critique historique. Et enfin, il ne faut pas oublier que l'extermination des 75 000 Juifs de France, dans les années qui ont suivi la guerre, n'a pas reçu beaucoup d'attention. Les rares déportations qui revenaient, les rescapés des camps de la mort, n'ont pas trouvé d'oreille, une écoute, je dirais. Alors qu'on écoutait évidemment avec passion les anciens résistants déportés, ce qui n'était pas la même chose. Et ces lieux de mémoire de la Shoah se sont multipliés dans les années 80. Avant, on en parlait très peu. Il y avait très peu d'initiatives. Alors, évidemment, quand on a, c'est le génocide escamoté, je cite Simone Veil, ancienne déportée raciale à Auschwitz à 17 ans, qui se compare avec sa sœur Denise, résistante déportée à Ravensbrück. À Denise, des honneurs, résistante déportée, et à la petite juive qui avait été raflée comme ça, une malheureuse victime. Ils étaient très peu, les déportés raciaux survivants des camps. Carcel, on a compté à peu près 2500. Pas grand-chose, alors que les rescapés de la déportation résistante sont quand même beaucoup plus nombreux. Il y a le fameux film Les Brouillards de René Carol qui montrait dans les camps nazis en 1956, vous voyez, cette mémoire indifférenciée, les camps. Les camps, comme ça, on ne faisait pas la différence entre le camp de concentration et le camp d'extermination. Alors là aussi, la mémoire. Tenez un exemple tout près de Limoges, le camp de Nexon, où des Juifs, d'ailleurs venant de Confolens, ont été retenus avant d'être livrés aux Allemands, et finir à Auschwitz. Et dans le camp de Nexon, il y a une pierre tombale dédiée aux Juifs, victimes du nazisme. Sauf que, quand les Juifs ont transité là, en août 1942, c'était en zone libre, et que c'était des policiers de Vichy. Là, je cite le livre d'Grunberg sur les camps de la honte. Effectivement, depuis, la plaque a été modifiée, heureusement. Mais vous voyez, ce genre de choses, on n'y faisait pas attention. Alors après, il a fallu se dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Et puis, il y a l'opposition des thèses négationnistes, popularisée en 79-80 par le professeur Robert Faurisson, qui a des attaches charentaises du côté paternel, qui dénonçait de prétendues chambres à gaz, l'escroquerie politico-financière dont l'État d'Israël est le principal bénéficiaire. Alors voilà, pour ce petit tour d'horizon rapide de la mémoire, bon, là aussi, un petit rappel, il y a une loi du 13 juillet 90 qui tend à réprimer tout acte raciste, antisémite et xénophobe, dite loi Guesso, loi mémorielle, qui est combattue par certains historiens et des personnalités antiracistes, pas trompées, comme Robert Banater, qui sont opposés à ce type de loi. Et puis, je cite aussi, on fera une petite incise tout à l'heure, le mémorial de la Shoah, Jérusalem, Yad Vashem, qui a décerné de nombreux titres, souvent posthumes, de juste parmi les nations, aux gens qui ont sauvé des Juifs. Or, ici dans notre région, ça date d'après 1990 et même 2000. C'est pour vous montrer que
cette recherche des justes ne s'est pas déroulée dans les années 50 et 60. Il ne faut pas faire d'anachronisme. Bon, maintenant, passons, après ce déplacement des enjeux de mémoire, comment s'est structurée la mémoire de la guerre au niveau national, voyons ce que cela donne pour la hiérarchie des lieux de mémoire charentais. Alors, le grand lieu de mémoire charentais, c'est la carrière des fusillés d'Abracon. C'est un lieu où, à côté de Brie, on trouve ce monument qui honore 16 fusillés charentais de 43-44. Il a été inauguré, lui, dès janvier 1946. En 2006, on a rajouté des stèles au monument pour devenir un lieu de mémoire et d'hommage à tous les résistants civils de Charente, 86 victimes. Je rappelle aussi, en plus de ce lieu de l'Abracon, qui est le pèlerinage de tous les anciens résistants de la NACRE et d'autres associations, je rappelle les monuments de Négré et d'Andourchat. Négré, Saint-Cloud, Andourchat, Saint-Laurent-de-Ceris, à la mémoire de 33 résistants capturés le 22 mars et fusillés à Poitiers-Biard le 8 mai 1944. Parmi eux, un Confolantais. Un Confolantais s'appelle Robert Bisserier, 20 ans, et 2 Ansacois, Tadeusz Smirzycki, polonais d'origine, et Marcel Vigneault. J'ai cherché, je n'ai pas eu connaissance que ces morts soient honorés dans leur commune d'origine par une rue ou par une place. Le grand lieu de mémoire en Charente, oui, le grand lieu de mémoire en Charente, bien entendu, c'est le mémorial de la résistance, la nécropole nationale de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Ce mémorial, avec 2200 sépultures de militaires et de résistants, la route Claude Bonnier, inaugurée en 1984 seulement, qui joint cette nécropole, c'est un lieu qui a été inauguré en 1951 par le président Vincent Auriol. Alors, chose curieuse, à qui doit-on ce monument? Il a une histoire. Ce monument, ce sont les anciens du maquis de la Hesse. Alors la Hesse, ce sont les maquis gaullistes, hein, maquis Foch par exemple, pour Confolens, et Biraken pour Chasseneuil et Charles-Châtelard. Ne pas confondre avec les FTP, maquis communisants de la région, par exemple, de Chabanais. Et ce sont les anciens de Biraken qui ont voulu, Chabannes et le déporté Guy Pasco, qui après la guerre deviendra sénateur et maire de Chasseneuil. Et on a voulu une croix de Lorraine, le V de la Victoire, et chose curieuse, ce monument immense avec ses bas-reliefs, ses tombes, ce monument a été inauguré hors de la présence du général de Gaulle. C'était l'époque où il n'était pas au pouvoir, de la traversée du désert. De Gaulle n'a pas été invité. Il en avait conçu un vif dépit. Il était venu à titre privé déposer une gerbe. Il faut croire que la 4e République, bon, c'était l'époque, l'histoire politique de la 4e République, de Gaulle était brouillée avec tous les autres partis du temps, dans ces années 50, et quand il vient à Chasseneuil, officiellement, ce n'est qu'en juin 63, il est venu à Confolens d'ailleurs, et à Angoulême. Et là, il est reçu d'ailleurs par Guy Pasco. On prononce Paco ou Pasco? Paco, voilà. Donc, il était reçu par Guy Paco, lui-même ancien déporté, ancien résistant de Biraken, et le général, pour montrer qu'il n'était pas trop content, il a refusé de faire un arrêt à la mairie de Chasseneuil. Il s'est contenté simplement de venir ici, rencontrer ses résistants. Il a rencontré la famille de Chabannes, le fils du colonel Chabannes, et puis la veuve de Claude Bonnier. Et ce n'est qu'après qu'a été créée cette fameuse groupe, bien plus tard. Alors, maintenant, il y a d'autres lieux de mémoire. Il y a d'autres lieux de mémoire, bien entendu. Il y a celui de la stèle du Bredin à Chabanais. Alors, cette stèle du Bredin à Chabanais, c'est un lieu de mémoire important en Charente-Limousine. C'est pas Confolens. Elle a été construite dès 1947, inaugurée en 1959, à la mémoire de 8 FFI. Là, je parle sous le contrôle de José Bélias et de son ouvrage sur la bataille de Chabanais. Alors, c'est vrai, comme Chabanais, n'a pas le grand mémorial de la résistance de Chasseneuil, il n'y a pas la clairière des fusillés de la Braconne, mais il y a quand même des lieux de mémoire intéressants. Vous noterez ici, hommage de la commune, ça c'est important, la dédicace d'un monument est toujours révélatrice. Hommage de la commune à ses défenseurs, ne les oubliez pas. Alors, Confolens n'est pas non plus une ville martyre.
Et pourtant, il y a des villes martyrs pas très loin. Sur Glane, c'est 642 morts. Et chez nos voisins du Poitou, le Vigan, c'est la ville natale de mon père, le village natal de mon père, 40 morts, un petit oradour. Heureusement, Confolens n'a pas connu ça. Pourtant, il y a eu des combats sévères dans Bernac et à Pleuville, des dévastations, on en reparlera. Alors, Confolens, c'est la ville du Maquis-Foch. C'est la ville du Maquis-Foch. Maintenant, on va voir, donc, on va se focaliser davantage sur les lieux de mémoire confolentais. Les deux anciens cantons de Confolens, pour faire gros. Les lieux de mémoire confolentais dominés par la résistance et par une chronologie tardive. Alors, à Confolens, la mémoire de la guerre, c'est d'abord celle du Maquis-Foch. J'ai trouvé cette magnifique plaque dans un couloir de la mairie. Elle était autrefois contre le mur, dans le hall d'entrée, à côté de l'escalier. Bon, pour des raisons qui tiennent, je crois, à l'architecte des bâtiments de France, ça n'a pas été remis en place. Mais ça, c'est quelque chose, ce texte-là, même si cette plaque a été réalisée à l'époque, en 96 ou 97, à l'époque d'Hervé de Villemont-d'Imer, et si vous voulez, c'était déjà dans l'air du temps. Confolens, c'est la ville du Maquis-Foch. Assez libérateur du Maquis-Foch. On cite Maurice Garry, bataillon Foch AS-15, la ville de Confolens exprime sa reconnaissance. C'est confirmé par le monument Vagneux. Alors le monument Vagneux, attention, le monument Vagneux, ce n'est pas un maquisard de Foch, c'est un maquisard FTPF, franc-tireur et partisan français. Donc le maquis communiste de la région de Chabanais de Pressac, aux environs Saint-Junien, enfin voilà, dans la vallée de la Vienne, là-bas. Et donc nous avons cette inauguration dès 1945. Ça a été fait pour ce résistant mort à Confolens, c'était proposé par Madame Stiville, qui était épouse de déportés. On l'a édifié hâtivement en 1945 avec des moyens limités de l'époque, avec les moyens du bord. Elle est inaugurée ici, avec le texte suivant. Ici, le 23 juin 1944, Lucien Georges Vagneux, né le 16 septembre 1923 à Levallois-Perret, a lutté seul contre un détachement d'Allemands couvrant sa retraite de son groupe de maquis. Il est mort en héros pour la libération du sol français. Je voudrais également préciser que ce monument a été, alors voilà le combat du 23 juin, là j'ai mis en facsimilé l'affiche que j'ai trouvée dans les archives municipales, qui est dans mon livre sur les Confolentais dans la Seconde Guerre mondiale, ici. Et voilà cette affiche, c'est une réduction d'original, le portrait de Vagneux mort, pris à la morgue, et donc un combat bref, qui a fait un mort, et du côté allemand, ça aurait pu être dramatique, l'officier qui commandait la troupe qui était en déplacement a été tué. Et il y a eu plusieurs morts. Les pertes ont été supérieures du côté allemand, ça s'est avéré. Et quand on perd un officier, dans l'armée allemande, les réactions sont terribles. La file aurait pu être brûlée. C'est vrai que le maire a été courageux, je l'ai allé voir le sous-préfet de l'époque, Jean Vidal aussi. Et puis, la ville, heureusement, n'a pas été brûlée. Ah, le cours complémentaire, route de Limoges, a été incendié. Oui. Le cours complémentaire a été incendié, ça ne faut pas l'oublier. Maintenant, pour Georges Vagneux, pour ce jeune maquisard, je précise qu'au lycée de Confolens, la bibliothèque, le CDI, la salle de lecture du CDI s'appelait salle Georges Vagneux. J'ai trouvé une délibération de 1978 pour cela. Je suis allé au lycée Émile Roux mettre une affiche pour annoncer cette conférence. Et j'ai fait la connaissance du proviseur adjoint que je ne connaissais pas, un homme très sympathique. Je lui ai dit, mais vous avez une salle Georges Vagneux? Il m'a dit, première nouvelle. Et j'ai écouté, la plaque est sur la porte. Hein, j'ai officié pendant 34 ans dans cet honorable lycée. Je peux vous la montrer. Nous montre au premier étage, plus de plaque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être simplement une réflexion, travaux de peinture qui ont fait qu'on a enlevé la plaque et qu'on a oublié de la remettre. J'ai quand même signalé que quand on se fait l'apôtre du travail, du devoir de mémoire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, je pense qu'il faudra envoyer un courrier, alors à titre personnel, mais aussi peut-être que le maire de Confolens, président de la communauté de communes, pourront leur demander pourquoi la mémoire de Georges Vagneux, qui était honoré au lycée, ne l'est plus maintenant. Ça fait partie des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Je ferme cette parenthèse. Tout près de Confolens, il y a, alors l'aspect actuel, bon, ça a été refait,
C'est pas très très joli, ça fait très pierre tombale, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, là aussi près de l'ancien tribunal. Après, il y a la stèle de la gare des Lapins, à Yès, où a été tué un jeune maquisard. Alors c'est un accident, un camion allemand qui a mitraillé un jeune résistant qui allait au ravitaillement, lui aussi, Bernard Payet. Et cette petite stèle, tout à fait modeste, le long de la route, près de la gare dite des Lapins, à 5-6 km de là. Alors, la rue du Maquifoche. La rue du Maquifoche, elle a été baptisée le 18 mai 45. Le 18 mai 45, donc juste après la capitulation allemande, c'est le conseil municipal qui va décider d'honorer ce maquis. Voilà. Et on va donner le nom de rue. Alors c'était à l'origine, c'était rue du Maréchal Foch. Puis l'usage a tranché, c'est devenu rue du Maquis-Foch. Le 18 mai 45. Donc premier lieu de mémoire important, en plus de la stèle à la mémoire de Vagneux. Et c'était une proposition du commandant Gary. Mais à l'époque, le conseil municipal de Confolens ne voulait pas qu'on multiplie les lieux de mémoire en mémoire d'anciens résistants morts au combat. Parce qu'il disait, Gary avait fait remarquer que si on changeait le nom de toutes nos rues pour honorer la mémoire des héros confolentais, toutes nos rues n'y suffiraient pas. Donc on préférait des appellations de type collectif. Après on a changé d'avis. Alors appellation de type collectif, courte chronologie pour vous montrer comment ça a évolué. Donc la rue du Maquifoche, en 45, Confolens est la ville du Maquifoche. Mars 58, l'avenue de la Libération, la route d'Angoulême. Important. Bon, on ne se mouillait pas beaucoup. En décembre 70, le général est mort depuis un mois. Le conseil, dans l'émotion, d'ailleurs c'était pareil dans toute la France, il n'y a pas qu'à Confolens, on décide d'appeler la route de Limoges l'avenue du général de Gaulle. Ça fait partie de la mémoire du conflit. En décembre 1970, toujours dans une même délibération, l'avenue du 8 mai 45, bien sûr, la route de Poitiers. Alors, on va aux quatre coins de la petite agglomération, de la petite ville. Le commandant Gary est décédé en 1973. Et là, le conseil décide de faire ce que Gary ne voulait pas, c'est-à-dire de donner le nom d'un ancien résistant local à une rue de Confolens, près de la gare, la rue du commandant Gary, inaugurée en 1975. Alors, cette inauguration de la rue du commandant Gary, elle a été inaugurée quand même en présence d'une résistante notable, notoire, sur le plan national, Marie-Madeleine Fourcade, qui était présente à l'inauguration. Maurice Gary était décédé à Saint-Sébastien en Creuse, et d'ailleurs, à côté de la souterraine, si vous allez à Saint-Sébastien, vous trouverez une place qui porte le nom de Jean et de Maurice Gary. Donc le père et le fils. Maurice, un des fondateurs du Maquifoche, et son fils Jean, mort au combat d'Ambernac. À la même date, on décide d'honorer, enfin, à la même époque plutôt, on décide d'honorer aussi les morts en déportation. Et là, c'est important. C'est important parce qu'on a 4 morts déportés sur le monument aux morts. 2 ont été, je dirais, portés à la mémoire locale. On a décidé de donner une rue à André Stiville et un quai à Alcide Potreau. Et c'est vrai que ça fait référence aux arrestations, aux fameuses rafles allemandes de 1943, de décembre 1943. En 1985, la rue Jean Moulin, quartier de Confolens. En 1997, le stade communal de la Tuilette devient le stade Gary Payet. En mai 1998, le square René Beaulieu près de l'église Saint-Barthélemy. Alors là, vous remarquez les dates tardives. Gary et Payet n'étaient pas honorés. Alors Gary, c'est le fils du commandant Gary, c'est le fils de Maurice. C'est Jean, tout au combat d'Ambernac. Jean-Hippolyte Gary a 19 ans. Quant à Payet, il s'agit ici d'un jeune confolentais, un sportif. Alors voilà ce que j'ai pu retrouver dans les photos. Les familles m'ont communiqué, ce que j'ai retrouvé dans les archives, et puis aussi les licences de football que Benoît m'a fait passer. Le commandant Maurice Gary, Jean Gary, son fils, Antoine Missou-Payet, un véritable héros. Alors je veux quand même dire quelques mots sur Antoine Missou-Payet, parce que c'est quand même quelqu'un d'assez intéressant sur un plan humain. Antoine Payet dit Missou, il est né en 1919. Il est prisonnier en 1940.
il s'évade, il rejoint l'armée de l'armistice, il s'engage dans le 30e BCP, bataillon de chasseurs à pied à Gros-Folland. Jeune sportif dynamique. Il a fait les beaux jours avec d'autres, avec Raoul Lascaux entre autres, de l'équipe de football de la Société sportive confolantaise. On a des photos d'ailleurs où on les voit tous les deux en train de poser, c'était en 1943. La famille Payet vivait à Saint-Barthélemy, 10 enfants. C'était des gens très modestes. Le père était journalier. Et pendant longtemps, il n'a pas été honoré. Il y avait bien un challenge Gary Payet après la guerre au stade. Et ce challenge d'athlétisme Gary Payet a été supprimé dans les années 60. Il avait un certain succès. Hein. Il y avait des Poitiers, Concoureux, le Red Star, etc. Et à partir de l'instant où ce challenge Gary Payet n'existait plus rien ne rappelait la mémoire d'Antoine Missou Payet. Alors il est mort au Gué d'Alré, sur les poches de La Rochelle. Il a été blessé mortellement. Et son frère, qu'il avait suivi au maquis, Joseph Payet, est mort à la même bataille du Gué d'Alré. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez peut-être remarqué que le mort de la gare des Lapins s'appelle lui aussi Payet, et c'était Bernard Payet, c'était un cousin, celui qui était mitraillé à Yès par un camion allemand. Il y avait quand même 3 morts dans une famille, hein. Et ça mérite bien, je dirais, un coup de chapeau mémoriel. Le stade Gary Payet. À l'époque, j'avais envoyé une lettre dans les années 90 au maire de l'époque, leur demandant d'honorer Gary et Payet, qui n'avaient pas de lieu de mémoire, je dirais, adéquat. Et c'est à l'époque de M. Hervé de Villemondimer que c'était réalisé, en 1990. Voilà, la mémoire d'un héros modeste. Antoine Missou Payet, le voilà, il est ici, au centre. Ah oui, ici. Au-dessus de lui, alors les confolantais reconnaîtront certainement, alors lui il était adjudant, c'est sa section, et ici un confolantais qui était maire adjoint de Confolant plus tard, un authentique résistant de Foch, Jean Lacouture. Et puis ceux qui ont de bons yeux pour essayer d'identifier ce personnage, un jeune résistant confolantais. Eh bien, ce jeune résistant confolantais, le jour où j'avais présenté la photo, quand j'ai fait mon livre en 1994, oh, il m'a dit peut-être que oui, peut-être que non. Jean Lacouture m'avait assuré à l'époque, il avait d'excellentes mémoires, ça venait d'être aussi, il s'agissait d'Henri Coursager. Bon, alors je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que comme M. Coursager n'avait pas été catégorique, je me suis dit, allez, on va se contenter de Payet et de Lacouture. Et puis il ne faut pas oublier le père Tranquille, parce que là, il y a quand même quelque chose qui est un peu gênant. André Vergeot, qui est lui aussi un des fondateurs de la résistance confolantaise, il n'est pas si honoré que ça. Alors on pourrait dire oui, évidemment, les voilà tous les deux là, à gauche, Noël, l'acteur, à droite, André Vergeot. Ils sont ici, c'est le fils de... C'était son prénom déjà, fils de Vergeot. André Vergeot m'avait donné la photo et il me disait que c'était au buffet de la gare à Poitiers. Et donc en 1946, quand le père Tranquille sort, il y a une avant-première à Confolant et les gens applaudissent, évidemment, capitolent. Il dit mais qui c'est ce père Tranquille? Et là, Noël se lève dans un geste théâtral, montre André Vergeot, il dit montez avec moi sur la scène, le père Tranquille, le voilà, c'est lui. Bon, alors avec une intronisation pareille, voilà un beau lieu de mémoire. Il y a un rond-point du père Tranquille à Confolant, dans le quartier neuf, là, du côté de Saint-Barthélemy, et il y a un collège Noël-Noël. Il y a aussi un square Noël-Noël, si ma mémoire est bonne. Voilà. Donc, autour de Confolant, rapidement. En Bernay, celle du pont de la Charente, qui est à droite, où figure le nom de Beaulieu et de Garis, c'est pour ça que j'ai pris. Par contre, je ne vous ai pas montré celle de l'Allemandie, ce sont des stèles modestes. Ce qui est bizarre, et je dois ici confier mon interrogation. La commémoration de la bataille d'Ambernac, qui s'est déroulée le 27 juillet 1944, qui a quand même fait des dégâts, hein, dans les rangs des Allemands comme dans les rangs des résistants, et y compris parmi les civils aussi, les civils morts. Eh bien, cette bataille n'a pas de lieu de mémoire pour la commémoration.
Quand il y a une commémoration en Bernac, et c'était le cas dans les années juste d'après-guerre, ici c'est une commémoration en 46, non 45, une année après, le sous-préfet Jean Mignot au centre, à ses côtés le colonel Auger, eh bien on va à l'église, et Résistance était arrosée au FM à partir du clocher, et puis ensuite on va au monument aux morts, qui est situé en face de l'église, et voilà, et après on va déposer les gerbes aux stèles, aux 3 stèles, Pinode, Almandi et le pont de la Charente. Et c'est tout, c'est quand même malheureux qu'il n'y ait pas à Ambernac un lieu de mémoire spécifique. Bon, ça je le dis en passant, hein. Parfois on ne peut pas tout faire. Pleuville. Pleuville a été dévasté. Alors Pleuville, c'est tout près de la frontière de la Vienne, c'est à peu près à l'époque où le Vigan a été incendié par une colonne de représailles allemandes. Ah, je voulais aussi préciser autre chose. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. À propos d'Ambernac, je dois quand même préciser qu'il faut faire attention aux articles de presse. Dans la Charente libre, du 28 juillet 2011, à propos de la commémoration des combats d'Ambernac, je trouvais, le 27 juillet 1944, un détachement de la division d'Asreich, composé de 2000 soldats et 400 miliciens commandés par le sinistre Sauvanet, en provenance de Champagne-Mouton, entre en action de représailles sur notre commune contre 750 maquisards en état de combat. 2000 Allemands, 400 miliciens, 750 maquisards. C'est l'intervention du président de l'amicale du Maquifoche. Je ne sais pas si c'est le journaliste qui n'a pas compris, ou si, emporté par l'élan commémoratif, on a majoré les chiffres. En tout état de cause, quand on consulte les historiens sur la question, en particulier Guillaume Tarret dans Ami Entends-tu, 1987, ou d'autres, comme Francis Cordet, pas du même bord, ils sont d'accord sur le fait suivant, il y avait 700 soldats allemands, la 608e division de la Wehrmacht, la Das Reich, il y avait longtemps, au mois de juillet, qu'elle avait quitté le Limousin, qu'elle était sur le front de Normandie. Ah, il ne faut pas exagérer. Donc là, on est face à une contre-vérité. Non, 400 miliciens. Moi, je regrette les listes, je les ai, à titre personnel. Et José Diaz nous a dit, les ont aussi. Nous savons très bien que les francs-gardes de la milice, qui étaient présentes d'ailleurs à cette époque-là, qu'en zone libre, pour l'essentiel. Il y avait quelques miliciens dans l'autre zone à la fin de la guerre, mais bon, s'ils étaient à tout casser 50 ou 60, c'était bien un maximum. Donc on ne va pas faire 400 miliciens, même avec les renforts de la Vienne, c'est pas possible. Maintenant, 700 maquisards à combattre, non. Ils étaient certainement nombreux, peut-être 200, 300, il y a eu des renforts, d'ailleurs des FTP qui sont venus à la rescousse du Maquifoche, mais s'ils étaient 200 ou 300, c'était un maximum. À mon avis, c'était 120, 150, maximum. Donc ça a été un combat, héroïque certes, mais il ne faut pas en faire, je dirais, un événement extraordinaire, avec 2000 soldats de la Reichsreich, et de l'autre côté 700 résistants et 400 miliciens par-dessus le marché, avec le sinistre Sauvanet, voilà, chef de la milice à Conflans. Pleuville. Alors Pleuville a été ravagé un petit peu avant l'incendie du Vigan dans la Vienne, c'est la même colonne. À Pleuville, le combat du 3 août 44, le Vigan c'est le 4 août, s'est soldé par la mort de 4 résistants à l'incendie de 20 maisons. C'est une stèle décorée de 2 croix de Lorraine rajoutée devant le monument aux morts qui sert aux commémorations. Alors là, on a fait un effort. Il y a le monument aux morts de la Première Guerre mondiale, celui de la Deuxième, et à la mémoire de tous ceux qui ont lutté, qui ont souffert, qui sont morts pour la patrie, pour la liberté. Une petite insiste, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire qu'à Conflans, on avait prévu de faire un monument aux morts pour les morts de la Deuxième Guerre mondiale. Il devait être à l'extrémité du pont Neuf, il va être en granit limousin. C'était une délibération du conseil municipal. Pour des raisons financières, ce monument aux morts n'a jamais vu le jour. Et on a décidé, à la fin des années 40, de marquer les noms des Confolantais morts dans le deuxième conflit mondial sur le monument aux morts du square Jules Algan, près de Conflans, de la Vienne et du Boire. De mémoire, il y a 32 morts pour le deuxième conflit mondial pour Conflans, alors qu'il y en a quand même 114 pour le premier. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, autour de Foch, autour de Conflans-Foch, toujours, à Loup, il y a une place de Maquifoche, une rue, une place. Émile Belly, maquisard de Foch, mort au Guédardé, lui aussi, en même temps que Missou Payet et son frère. Une rue porte son nom à Loup. Photo qui est d'un bloc.
Ça aussi, c'est tardif. Alors, il y a des endroits où les maires ont à cœur le devoir de mémoire. Ta modestie dut-elle en souffrir, Benoît? Bon, il faut bien avouer que Jean Brady, ancien maire, en 2015, il a reçu une place. Ce n'était que justice, quand même, pour un résistant authentique. En 2017, le déporté Camille Néaume est rajouté sur le monument en présence d'une fillette de sa famille. Enfin, un mot encore sur les chemins de la mémoire de la Nacre. Ces photos, je les dois à José Delias. Et dans une autre conférence du Pays d'Art et d'Histoire, il vous parlera des combats de Chabanais, des lieux de mémoire autour de Chabanais. Il y en a beaucoup. Et là, une initiative intéressante de la part de la Nacre, l'Association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, pour l'appeler maintenant par son nom officiel. Le nom a légèrement changé. Les chemins de la mémoire. Vous avez ici les exemples du pont Régis Lagarde, à Excideuil, le pont de Chabanais, près de la rue Maurice-Corisson. D'ailleurs, ces compteurs ne sont pas très beaux, mais passons. Inauguré en 2002. Lieu de parachutage à Étagnac, à Menjoie. Et enfin, la tombe d'Henri Astier, l'oublié du Bredin, un article de la Charente Libre, reproduit cette photo. Et c'est vrai que, là aussi, il y a des efforts à faire pour assurer le fameux devoir de mémoire. Je voudrais finir par l'évocation, il s'agit de combler les trous dans la mémoire. La déportation des Juifs en Charente et à Conflans. À Angoulême, sur la place Henri Dunant, conservateur de musique, le choix de la sobriété en 2012-2017. Au total, je vous fais observer 660 noms. Les morts de Radon-sur-Glane, j'ai 642. La stèle de gauche est victime de la rade d'Angoulême. 387. Le 8 octobre 42. En bas, les noms des justes charentais. Celle de droite, des autres juifs de Charente déportés de 42 à 44. On y retrouve les noms de 23 arrêtés à Conflans. J'avais communiqué à l'époque à Serge Karsfeld, de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, les noms et les adresses de ces personnes. Et dans la dernière version du mémorial qu'il a publié sur CD-ROM, il les a mentionnés avec leurs adresses conflantaises. En partie, d'autres ont été mentionnés, il y en a 23 quand même, qui ont été arrêtés chez nous, dont certains étaient présents depuis fin 40 ou début 41. Ils ont été arrêtés août 42 ou en 43. Certains ont même fréquenté les écoles, leurs enfants ont fréquenté les écoles primaires conflantaises, comme la famille Landsberger. Donc, on aurait pu avoir un petit lieu de mémoire qui honorait ces familles juives qui ont été déportées à partir de Conflans. Je voudrais finir par un clin d'œil aussi à mon ami Daniel Soupizet de l'Éther, qui a exhumé ce livre remarquable, écrit en anglais, il l'a fait traduire, et puis un jour, il me dit « jamais on arrivera à publier ça ». J'ai dit « écoute, contacte Julien Labrouillère, éditeur, qui a dit oui. Ce livre est sorti, c'est un succès de librairie, préfacé par Simone Veil, ne dis jamais ton nom. Josie Lévy-Martin, jeune juive, dans la région de Montbron, réfugiée à l'Éther, cachée par une sœur, une religieuse, Elisabeth Lacan, à l'état civil, sœur Saint-Cybar en religion, en 43 et 44. Le livre est poignant. La présentation a été faite, d'ailleurs, dans un grand concours de monde, mais ça a été tardif, là aussi, parce que ce livre, il date de 2007, ne dis jamais ton nom en français. Et ensuite, l'éditeur a publié un ouvrage qui s'appelle Le Rendez-vous de l'Éther, où il raconte un peu l'histoire de ce livre. L'Institut Yad Vashem de Jérusalem, contacté, a honoré Sœur Saint-Cybar du titre de juste. C'est quand même pas souvent que le mémorial de la Shoah désigne comme juste une religieuse qui est morte à Aigues-Pupéro à côté de Montmoreau. Voilà. Et donc, alors maintenant il y a 8 justes en Charente-Limousin. Attention, il y en a 26 en Charente, c'est pas mal, 8 justes. Et il y en a certainement qui n'ont pas été reconnus ou leur dossier n'est pas documenté parce que Yad Vashem est très strict sur la qualité des dossiers. Le couple Jablot d'Étagnac, c'est le premier, 99, des héros authentiques. Bloc Morange, à Mano. La famille a quitté la région de Mano après, en 2006. Vous remarquerez les dates tardives, là encore. La mémoire de la Shoah est une mémoire tardive. Elle ne date pas des années 50 et 60. Le couple Béraud de Chabanais, en 2008. Sœur Saint-Cybar, Elisabeth Lacan en 2009. Le couple Audouin de Genouillac-Fontefy en 2011. Voilà, je voudrais terminer par
Juste, j'ai été trop long, comme d'habitude. Dans notre région comme ailleurs, le révisionnisme a sévi sous prétexte de pourfendre les accès du résistentialisme. Je voudrais parler d'ouvrages comme celui de Philippe Bourdrel, L'épuration sauvage en 1991, qui s'en prend vigoureusement à la mémoire d'anciens chefs de la résistance charentaise, le colonel Bernard, en n'hésitant pas à asséner des contre-vérités historiques manifestes. Voilà ce qu'écrit Bourdrel, dans L'épuration sauvage, 91. À la tête de 3000 hommes, il s'était rendu maître de la Charente. Ben voyons, il était maître de la Charente et la Charente était devenue une république soviétique, c'est bien connu. Sur un registre voisin, Robert Forisson, récemment décédé en octobre 2018, n'avait pas hésité à qualifier le mémorial de la résistance charentaise de Chasseneuil de monument de propagande. Je cite, avec un cimetière, je cite, où on a magnifié les uns au détriment des autres et par des moyens contestables, cherché à gonfler le nombre des morts de la résistance. C'est, je cite ici, la revue d'histoire révisionniste de 1991. Et il avait eu mon adresse, je ne sais pas par quel hasard, j'ai publié mon bouquin, il m'avait envoyé sa prose. Je ne lui ai pas répondu, bien sûr, mais je l'ai lu. Il s'est servi de ses attaches locales du côté paternel pour enquêter sur ce qu'il nomme les exactions du maquis Bernard et du maquis Chaban, Biraken. Chaban aussi. Alors, si le côté révisionniste de la publication de Forisson ne fait pas de doute, les historiens charentais comme Guillaume Darel ont reconnu la validité des aspects factuels de cette étude. Confère l'article de la Charente Libre du 4 août 2014, 1944, la part d'ombre des maquisards. Donc, nous avons ici un problème avec la mémoire de l'épuration. Il faut se garder de privilégier l'aspect sensationnel et émotif, et simpliste. Il faut tenir compte d'un contexte compliqué. Et je vous rappelle qu'à l'époque, en 1988, Henri Amouroux, dans son ouvrage, tome 8, La grande histoire des Français sous l'occupation, avait fait un tabac régional en indiquant, dans son chapitre sur la justice du peuple, l'histoire de Françoise Armagnac, fusillée en robe de mariée, au point d'en faire le symbole de la justice expéditive du maquis. Alors, à partir du moment où on ouvre ces dossiers, il faut les traiter avec toute la rigueur scientifique dont on est capable, et recueillir toutes les sources et les critiquer de la même façon. C'est un travail ingrat, c'est pas facile parce que les résistants, les tribunaux d'épuration de l'époque n'ont pas tenu de registre. Et il n'y a pas d'archives, ou très peu. Benoît va développer. Et puis je rappellerai cette dernière chose. C'est vrai que nous avons tous une conscience, c'est que l'épuration de 44, on ne peut pas la prouver. Il y a même des gens de Pau-Folland qui sont morts et qui n'avaient rien fait. Lignot, par exemple. Mais si les historiens ont une conscience et s'ils doivent se dire qu'on ne peut pas tout prendre pour argent comptant au nom de la mémoire de la résistance, que je salue, l'historien n'est pas un juge. Nous n'avons pas à nous ériger en juge. Nous ne devons pas le devenir, parce que si nous devenons des juges, nous ne sommes plus des historiens. Je vous remercie de votre attention.